Coucou, alors j'introduis rapidement ce vlog défi lecture parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps de le faire ce week-end et que ça va être compliqué. Donc j'introduis maintenant, donc mon objectif là, est-ce que ça sera respecté ou pas? Nous le saurons à la fin de ce vlog. Ça va être de faire ce week-end une lecture pour le défi lecture et du coup le week-end prochain en faire une deuxième. J'ai choisi ma première, j'ai pas choisi ma deuxième, j'ai plusieurs options. Plus ou moins longue et faisable en un week-end. Donc je vous montre le premier livre que j'ai choisi. Pour cette première lecture défi lecture, j'ai choisi Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal, qui je crois, alors franchement je me souviens plus très bien. Donc ça se passe au Cameroun, au sein d'une riche famille musulmane apparemment. Et on va parler en fait d'histoire de vie, de famille, de femmes, je pense surtout. Oui, voilà. Ramla arracha son premier amour, Safira confrontée à l'arrivée d'une deuxième épouse, Hindou mariée de force à son cousin. Voilà, donc on va parler de destin de femmes au Cameroun et de femmes qui ne peuvent pas choisir leur destin justement. Donc ça, franchement, regardez la mise en page. Je pense que ça va se lire assez vite. Ça fait 270 pages à peu près. Je vais voir, je ne sais pas enfin je sais pas encore ce que ça va donner du tout. En tout cas, il m'a fait de l'œil, j'ai trouvé magnifique la couverture. En plus, c'est une espèce de version collector de poche, voilà, très très jolie, de chez J'ai lu du coup. Bon, alors, ça rentre dans le thème puisque du coup, on est sur une autrice qui, si je ne dis pas, oui c'est ça. Donc Djaïli Amadou Amal est une écrivaine et militante féministe camerounaise d'expression française. Donc elle est née en 75 à Maroua. Donc on est bien sur une autrice qui n'est pas occidentale, bien qu'elle soit francophone. Et c'est précisé ensuite, mariée à 17 ans, elle a connu tout ce qui fait la difficulté de la vie des femmes au Sahel, avant de briser les tabous grâce à la littérature. Voilà. Donc on est parfaitement dans le thème, c'est une découverte pour moi et c'est ce que je voulais. C'est pas du tout de la SFFF, ça va être du coup du contemporain. Mais je pense que ça va être très très intéressant. Moi, ça m'intéresse énormément. Et puis, on rentre aussi dans les lectures voilà, un peu engagées, militantes de Mars. Donc, c'est parfait. Donc ça sera ma première lecture. Les autres options que j'ai à l'heure actuelle... Alors, au début, j'avais pris Marie Ndiaye. Je sais pas, Ndiaye peut-être ça se dit. Marie Ndiaye, je pense. Mais en fait, je pense qu'elle est... Alors, de mémoire, oui, elle est née à Pithiviers. Donc, elle est occidentale. Alors, elle est probablement d'origine... Je pense qu'elle a des origines, je ne sais plus, j'avais vu mais je ne sais plus. Toujours est-il qu'elle est occidentale du coup, hein, donc ça fonctionne qu'à moitié pour moi. Mais j'ai aussi Shinran avec les baguettes chinoises. Donc voilà, de destin de jeunes femmes qui n'ont pas leur mot à dire sur leur vie en Chine et qui sont appelées sœurs 3, 5 et 6. C'est pour vous dire, voilà. Ça me semble pas trop mal. Ça a l'air gros mais je pense que ça se lit bien parce que c'est 330 pages, voilà. Et la dernière option que j'ai, mais ça c'est l'option très très ambitieuse. L'option très très ambitieuse, c'est Pachinko de Min Jin Lee, donc cette fois-ci Corée. Sauf que là, on est quand même sur 600 pages et on n'est pas sur un format comme je vous ai montré avant. Hein. On est sur un format où on a blindé le truc. Donc je ne sais pas franchement si je vais y arriver. J'aimerais beaucoup le lire, mais c'est vrai que ce mois-ci, vu mon rythme et vu qu'on est déjà mi-mars, ça risque d'être compliqué. Donc je vais commencer par Les Impatientes. Si je n'arrive à lire que Les Impatientes, ça sera très bien parce que j'aurai rempli quand même le défi. Que ça aurait été pour moi bingo à tous les niveaux puisque j'aurais lu une autrice non occidentale, militante féministe, qui est camerounaise. Donc c'est parfait. Ça serait parfait pour moi. Mais si j'arrive à en mettre un autre et à en lire un autre, ça serait vraiment très très chouette. Voilà, donc je vais arrêter de blablater parce que ça fait 1500 ans que je parle. D'ailleurs, je vous ai même pas redit exactement le terme du défi, c'est très très bien Lucie, bravo. Donc c'était lire une autrice non occidentale. Donc il n'y avait pas... voilà, c'était une autrice non occidentale, ni plus ni moins, et c'était très bien, ça m'a obligé un petit peu à me creuser la tête. Bref, je vais arrêter de parler et on va se lancer dans la lecture, dans ce week-end lecture des Impatientes, et on en reparle au fur et à mesure. On se retrouve pour un point lecture des Impatientes de Djaïli Amadou Amal que j'ai entamé. Alors déjà je peux vous dire que ça se lit super vite, franchement ça se lit super vite. C'est bon alors la mise en page fait que et en plus c'est très très fluide.
Donc je peux un peu plus vous en parler parce que maintenant je vois à peu près comment ça va se passer. Oui, bon bah on fait avec. Hein. Dans la première partie, on suit Ramla, qui est une jeune fille qui doit avoir 17 ans, qui est mariée contre sa volonté à un homme plus âgé, qui va être la deuxième épouse de cet homme. Dans la deuxième partie, je crois qu'on suit Hindu, qui est la demi-sœur, donc qui est la fille d'une des autres femmes de son père, qui va être mariée à un cousin. Et la troisième partie, ça va suivre en fait la première épouse de l'homme qui se marie avec Ramla. Je sais pas si c'est clair. Bref, donc on va suivre des histoires de femmes, leur vision des choses, leur récit, j'imagine. Ce que je peux vous en dire pour le moment. Donc moi pour le moment, j'ai pas terminé la partie Ramla, qui est la première partie. Il me reste très peu de pages avant de terminer. Par contre, ce que je peux vous en dire, j'ai mis quelques post-it. Bah, c'est qu'il y a beaucoup de choses à en dire en fait. Et ça va être. Là, je fais juste un petit point, donc je vais aller assez rapidement. D'autant que j'ai laissé mes notes là-bas. En gros, on démarre le livre au moment où elle va être amenée à son nouvel époux. Et on a tous les conseils des hommes de sa famille, des femmes de sa famille, qui en gros lui disent en substance sois obéissante, souffre en silence, nie ce que tu es, genre elle n'a pas le droit voilà, d'avoir des moments de faiblesse, elle n'a pas le droit de sentir mauvais, elle n'a pas le droit de ne pas être parfaite, épilée, tout ce que vous voulez, elle n'a pas le droit d'aller mal, elle n'a surtout pas le droit de se plaindre à sa famille si ça se passe mal, ça ne les concerne plus, ça n'est plus leur problème, et ça lui est clairement dit, c'est assez terrible. Et on suit son arrivée dans sa nouvelle maison, sa nouvelle vie, et surtout on suit son arrivée de son point de vue à elle, mais en tout cas ce qu'elle voit à travers le regard de Saphira, qui est la première épouse de son mari, et qui le vit extrêmement mal. On voit le regard que perçoit Ramla de la part de Saphira, qui se sent, j'imagine, en tout cas, et c'est ce qu'on verra dans la dernière partie, remplacée, qui se sent sûrement, enfin voilà ce qu'on peut ressentir en fait quand son mari décide de prendre une nouvelle épouse, j'imagine. Et elle en veut beaucoup à Ramla, qui n'a pas choisi tout ça, qui n'a pas choisi d'être la deuxième épouse, qui n'a pas choisi d'épouser cet homme qui a priori est âgé, qu'elle n'aime pas, dont elle ne veut pas, puisque elle était promise à un jeune homme avec qui elle avait l'espoir de pouvoir continuer ses études, enfin qui était assez moderne, voilà, évolué. Et bref, on suit un petit peu tout ça, quoi. On suit comment elle est perçue par les hommes, comment elle est perçue par son futur époux, les critères de beauté aussi de cette société. On suit comment elle vit tout ça. On suit, on suit tout ce qu'elle pense de tout ça. Et je reviendrai plus précisément dessus, je pense, à la fin, quand je pourrai faire un petit peu la comparaison entre les trois histoires, puisque c'est trois histoires assez différentes. Ce que je peux vous en dire, c'est que dans ce que dit Ramla, la plupart des femmes sont ravies, auraient été ravies d'épouser l'homme qu'elle épouse, puisque c'est l'homme le plus riche de la ville, et que, dans cette manière de penser-là, et c'est une manière de penser qui a existé extrêmement longtemps, et qui existe encore, je pense, dans d'autres religions que l'islam, eh bien, l'amour vient ou pas après le mariage, et on ne demande pas en fait aux femmes d'aimer les hommes, on demande de remplir leur rôle d'épouse, à savoir faire des enfants, correctement les élever, bien entretenir l'intérieur, ne pas se plaindre, et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Plein de femmes s'accommodent de ça, et c'est vrai que je peux concevoir effectivement, si on prend une échelle assez affreuse de ce qui pourrait être pire, bah oui, ça pourrait être pire, parce que elle pourrait se marier, par exemple, sa demi-sœur hindoue apparemment épouse quelqu'un qui est pas hyper recommandable, et voilà. Bref, en tout cas c'est assez terrible, très franchement c'est vraiment terrible, et ça a toujours existé, ça existera je pense toujours aussi longtemps que les hommes considéreront les femmes comme des biens, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est assez terrible à lire. C'est pas la première fois que je lis ce type d'ouvrage, évidemment, j'en ai lu d'autres, mais c'est toujours aussi dur à lire, et c'est difficile de s'imaginer en fait ce que ça peut faire, parce que même si par exemple Ramla a été élevée dans l'idée que ça allait arriver, elle avait espoir en fait que ça se passe autrement, elle avait espoir de s'en sortir, elle avait espoir d'échapper à tout ça, elle avait espoir d'avoir une autre vie malgré tout, et c'est pas le cas, et c'est hyper dur. On suit aussi assez brièvement sa mère, qui est donc la première épouse de son père, et voilà son point de vue sur ce qu'est le fait d'être une première épouse,
sur la difficulté de cette vie, la responsabilité des enfants, parce que finalement quand Ramla et le frère de Ramla qui s'appelle Amadou se rebellent un tout petit peu, et tout retombe sur la mère, hein, sur le dos de la mère, parce que c'est elle qui a mal élevé ses enfants. Enfin bref, c'est hyper compliqué. Dans tous les cas, être une femme, c'est avoir tort. C'est subir la vie, subir qu'on ait un mari bon, pas bon. Peu importe, de toute façon, c'est le subir. Et c'est vraiment très douloureux. Et ça se sent. Bref, donc là, ce que je vais faire, après ce bref point lecture, je sens que le vlog va durer 2 heures, je vais continuer ma lecture. Je pense que je ne vous reprendrai que après avoir lu Ramla et Hindou. Comme ça, je pourrai faire un gros point sur les deux sœurs et je passerai à Saphira. Voilà. Et pourquoi les impatientes? Parce que la patience est la première vertu des femmes. Voilà. Sachez-le. Donc, on en reparle très bientôt. Je pense le finir aujourd'hui. Et ensuite, j'ai d'autres trucs à lire. Donc voilà. Je lirai pas le deuxième défi lecture ce week-end. J'aurai pas le temps, mais je le lirai le week-end prochain. Bref, on reparle de tout ça plus tard. Là, je vais aller. Enfin, je vais lire. Voilà. À plus tard. Et recoucou, on se fait un point, il est hyper tard, mais j'avais vachement envie de continuer en fait, donc du coup j'ai lu la deuxième partie qui parle d'Hindou, donc je pense que je vous avais dit que en fait la première partie parle de Ramla, la deuxième d'Hindou qui est sa demi-sœur, et la troisième parle de la coépouse de Ramla, donc la première femme de son mari. Donc là, dans la deuxième, on a suivi Hindou. Et franchement, c'est hyper dur à lire. Et en même temps, c'est hyper réaliste. Donc on peut pas juste fermer les yeux et voilà et se dire que c'est pas réel, etc. C'est hyper violent. Donc en gros, l'histoire d'Hindou, c'est qu'elle va être mariée à son cousin parce que il est alcoolique, il est assez incontrôlable, il se drogue, il fait plein de choses pas très bien et pas très bien vues, surtout par sa famille et par la religion. Et on lui donne Hindou comme épouse parce que Hindou c'est une jeune femme assez soumise, assez calme, assez posée, et on se dit que en gros elle va rien dire, elle va se laisser faire et puis ça va bien se passer. Le problème, il y a plein de problèmes. Donc, elle épouse son cousin qui s'appelle... comment il s'appelle son cousin? Tiens, un trou de mémoire. Moubarak. Elle épouse donc son cousin Moubarak et en fait, dès la nuit de noces, il la viole, il l'humilie, lui fait du mal, hein, physiquement, psychologiquement. Et dès le début, elle, le lendemain, sa tante lui dit, je crois que c'est sa tante, qui lui dit que les cris qu'elle a poussés toute la nuit parce qu'elle se faisait agresser, en gros, c'est honteux parce que c'est impudique et que personne n'a à savoir ce qui se passe dans la chambre des époux. C'est assez violent, très sincèrement. À lire, c'est violent pour le personnage, c'est violent aussi à lire. On comprend dès le début la solitude dans laquelle elle va être plongée. On comprend dès le début que elle va être seule face à elle-même et que personne ne peut rien pour elle. Même sa mère, qui est un personnage assez rebelle, assez différente des autres femmes, même elle ne peut pas grand-chose en fait. Et c'est assez terrible. Franchement, c'est vraiment terrible. On voit aussi en fait toutes les habitudes de vie des femmes dans la concession où en gros elles vivent les unes sur les autres, elles doivent se supporter, elles doivent faire avec alors qu'elles ne se supportent pas, qu'elles ne s'entendent pas forcément, et puis surtout que elles sont pas du tout dans la sororité, elles sont pas du tout dans l'entraide, au contraire quoi. Limite ça fait plaisir à une des épouses quand un ou une des enfants d'une autre fait quelque chose de mal, enfin
c'est hyper dur, hyper violent. Elles sont seules face à elles-mêmes, elles peuvent se confier à personne, elles ont personne pour les soutenir et franchement, c'est vraiment, c'est dur quoi. Il y a un moment où il y a un des frères de Moubarak qui intervient parce qu'il bat Hindou et en gros, on le reproche à Hindou. Elle devrait subir en silence et pas créer des conflits au sein de la famille. Sa belle-mère lui reproche d'attiser les haines entre les frères. Enfin, c'est... Bon, voilà, je vais pas le répéter, hein, je pense que vous avez compris, c'est très très dur. On se rend compte aussi que les hommes s'amusent, j'allais dire, c'est pas que ça les amuse, mais ils font tout pour entretenir les conflits entre les coépouses et entre les femmes de manière générale, parce que ça leur permet de garder le contrôle et on voit tout le mécanisme patriarcal, tout le mécanisme misogyne qui est mis en place derrière tout ça et à quel point même les femmes qui sont les premières concernées, enfin je veux dire, quand elles font... quand elles marient leur fille, c'est bien dit à plusieurs reprises qu'elles pleurent parce qu'elles se souviennent de ce qu'elles ont vécu au même âge. Et malgré ça, malgré l'expérience, malgré... elles perpétuent elles-mêmes auprès de leurs propres filles et nièces et voilà, ces mécanismes qui sont terribles, mais vraiment terribles. Bref, moralité, il y a un moment en gros où il se passe quelque chose et en fait Hindou va pour la première fois de sa vie se rebeller, réagir, faire quelque chose et savoir un contre-coup très très violent pour elle, pour sa mère, puisqu'on considère que quand un enfant fait quelque chose de mal, c'est de la faute de la mère. Les deux femmes vont être battues, punies, etc. Et puis on va dire en gros au mari d'Hindou qu'il faut qu'il arrête de taper sur sa femme parce que c'est quand même pas très gentil, c'est pas très bien. Et en plus c'est sa cousine quand même, donc il faudrait peut-être qu'il soit gentil avec elle. Sauf que arrivé à ce moment-là, en fait c'est trop tard. Hindou, elle est complètement détruite. On la voit un peu dans le contre-coup de tout ce qu'elle a vécu. Hein, et c'est pas très long, hein, c'est juste, je crois, 1 an de vie commune. Enfin, c'est affreux. Et la culpabilisation qu'on lui fait porter, de pas avoir subi patiemment, parce que c'est le mot qui revient tout le temps, hein, d'où le titre Les Impatientes, c'est que les femmes se doivent d'être patientes et de subir en silence et de ne pas imposer à leur famille leurs problèmes conjugaux qui ne regardent qu'elles. Enfin bref, tout ça pour dire que Hindou tombe au début c'est une dépression, ensuite ça devient un syndrome post-traumatique et en fait au moment où elle réalise qu'elle est en... Enfin bon bref. Et ça finit en ce que les autres appellent de la folie. Et, et voilà, en fait elle maîtrise plus rien, elle est submergée par ses angoisses, submergée par la peur de son époux, submergée par tout ce qu'elle a vécu. Et franchement, c'est pas simple, c'est pas simple du tout. C'est d'autant plus dur à lire, je pense, que on sait que l'autrice, donc Jaili Amadou Amal, elle-même a été mariée à 17 ans et qu'elle a connu en fait tout ce qu'elle raconte et que c'est pas elle l'imagine pas en fait, elle a pas besoin d'imaginer tout ça puisqu'elle l'a vécu. En tout cas, je sais pas comment s'est passé son mariage et tout ça, mais même si elle l'a pas connu personnellement, elle l'a vu auprès d'autres femmes, donc c'est quelque chose qui du coup fait encore plus vrai et enfin bref, c'est euh, c'est vraiment ce genre de livres qui sont essentiels parce que ça met en avant des mécanismes terribles, ça met en avant des réalités terribles là ici on parle, je sais plus dans quel pays je sais plus dans quel pays ça se passe d'ailleurs, au Cameroun je pense. On parle de ce pays et de cette religion, mais c'est valable pour pléthore d'autres pays occidentaux, orientaux, voilà, et pour pléthore d'autres religions, puisque par essence, toutes les religions sont misogynes et que les femmes sont toujours considérées comme des biens et se doivent d'obéir. Les femmes battues, les violences conjugales, ça existe en France, vous n'êtes pas sans le savoir, religion ou pas. Et, et évidemment que c'est hyper important que ces témoignages sur d'autres pays, mais je tiens quand même à... Comment dire, je tiens quand même à repréciser qu'il ne faut pas s'imaginer que ça se passe là-bas, que c'est de la faute de cette religion, que c'est cette culture, c'est faux, c'est complètement faux. Ce sont des mécanismes purement patriarcaux,
purement misogyne qui existe à travers toutes les sociétés, à travers toutes les strates sociales, aucune n'est épargnée. Dites-vous bien que les violences conjugales concernent toutes les strates sociales et toutes les sociétés. Donc ici, on a un exemple au Cameroun, au cœur d'une famille musulmane, parce que c'est l'histoire de l'autrice, je pense, personnelle, mais, euh, mais voilà, des témoignages similaires ailleurs existent aussi, quoi. En tout cas, c'est à la fois passionnant, à la fois dur, à la fois nécessaire, à la fois très fort en émotion, et ça permet vraiment de montrer beaucoup de choses sur voilà, tout ce que je vous disais, hein, les mécanismes patriarcaux, comment faire en sorte que les femmes ne s'entendent pas, comment faire en sorte qu'elles se tirent dans les pattes, comment réussir à détruire tout sentiment de sororité entre les femmes, et même parfois au sein de femmes d'une même famille, ce qui est terrible. Bref, je vous en reparlerai en face cam demain quand j'aurai lu la dernière partie qui s'appelle, je ne sais plus comment s'appelle la dernière femme, Saphira, voilà. Quand j'aurai lu Saphira, qui va être à mon avis extrêmement intéressant, puisque là on va être du point de vue d'une première épouse qui voit une autre femme arriver dans sa vie et elle ne le souhaite pas, hein, ce qui est compréhensible. Et voilà comment elle va gérer ça, comment elle va gérer l'arrivée de cette adolescente qui s'est dit dans la partie concernant Ramla est considérée comme une femme instruite puisqu'elle a passé son baccalauréat et que voilà, l'époux, qui est un homme assez âgé, la cinquantaine je crois, envisage déjà de l'emmener en voyage en Europe, enfin d'en faire son faire-valoir si vous voulez. Et voilà, comment Saphira va vivre ça, enfin bon, voilà. Bref, je vous laisse pour ce soir et puis on se retrouve demain pour la dernière partie des impatientes et pour mon avis un peu final, même si je pense que vous avez tout de même eu la teneur un petit peu de ce que j'en pensais, mais voilà. Donc je vous dis à demain. Et coucou, on se retrouve, on est du coup lundi. J'ai terminé hier Les Impatientes de Jaili Amadou Amal, mais j'avais pas le courage de filmer hier, donc c'est pas grave, je fais ça aujourd'hui. Ça me permet de conclure ma première lecture de ce vlog défi lecture, donc je vais vous en parler. Comme je vous disais dans la dernière fois que je vous ai pris, la dernière partie, la troisième et dernière partie, s'attache à suivre le personnage de Saphira, qui est donc la première épouse de, je sais plus comment il s'appelle, bref, de l'homme que va épouser notre premier personnage qui est Ramla et qui a 17 ans. Saphira, elle a 35 ans je crois et elle est considérée comme une presque vieille femme, hein, concrètement. Un petit peu vexant, mais soit. Donc elle est considérée déjà presque comme une vieille femme puisqu'elle a le double de l'âge de la nouvelle épouse de son mari. Et évidemment, vous imaginez bien que c'est extrêmement difficile à vivre pour elle parce qu'elle sent bien un peu que son mari lui échappe. Alors dit comme ça, c'est pas lui qui lui échappe, hein, c'est lui qui décide de prendre une autre femme et voilà. C'est forcément difficile à vivre pour elle puisque à l'origine, son mariage était un mariage plus ou moins d'amour, en tout cas il y avait de l'amour entre eux, qu'ils s'entendaient très bien, que tout se passait très bien, et puis un jour, subitement, ou en tout cas c'est comme ça qu'elle le vit, il décide d'épouser une jeune fille de 17 ans, qui est évidemment très très belle, puisque je vous l'ai dit, Ramla a tous les critères de beauté, voilà, considérés comme
les plus parfaits dans la société camerounaise. Donc elle a la peau claire, elle a les traits fins, enfin bon, voilà. Évidemment, comme Safira a eu, je crois, 6 enfants, qu'elle a passé la trentaine, elle se sent un petit peu dépassée par l'arrivée de cette jeune fille qui a l'âge de sa fille, de sa première fille, je crois. On va retrouver un petit peu tout ce dont je vous parlais, à savoir la manière qu'ont les hommes de monter les femmes entre elles et de faire en sorte que les coépouses officiellement aient des très bons rapports, puisque Safira est considérée comme la Dada Saharé, donc c'est la première épouse, donc un peu la mère de la nouvelle qui arrive, et elles sont censées avoir des liens de famille très forts, mais à un moment dans le récit, son mari lui dit que si Safira aime Ramla, c'est qu'elle n'a pas fait son travail correctement de coépouse, puisque les femmes ne sont pas censées être amies et sont censées être en compétition pour être toujours plus motivées à séduire leur époux. Bref, voilà. Donc, et c'est ce qui va se passer en fait hein, dans cette partie, c'est que Safira au début va pleurer, va tempêter, son mari va lui dire qu'elle se comporte comme une gamine et va la mépriser, la rabaisser et tout ce que vous pouvez vous imaginer de sympathique. Hein. Et du coup, elle va faire le choix de prendre les armes entre guillemets et de saper totalement la concurrence puisqu'elle va tout faire pour que ça se passe mal, elle va tout faire, vous savez ces petits sabotages un peu vicieux comme ça, genre mettre du sable dans les draps, enfin faire plein de petits trucs qui sont franchement odieux, ouais, très très dégueulasses. Et trop saler les plats quand c'est Ramla qui les a préparés, enfin tout faire pour que le mari eh bien, la trouve nulle, enfin je sais pas comment dire ça autrement, en tout cas mauvaise épouse, ou voilà. Et elle va aller très loin, trop loin, et bref, je vais pas trop vous en dire pour pas spoiler, mais c'est quand même assez vénère, c'est assez choquant, c'est effrayant de voir l'inventivité dont fait preuve Safira pour faire en sorte que son mari eh bien, répudie Ramla, en sachant très bien ce que ça implique pour Ramla, hein, puisque Safira est dans la même situation, elle sait parfaitement ce que ça implique si la jeune femme se fait répudier, en termes d'honneur, en termes de, voilà, de retour dans la famille. Bon, voilà. Donc c'est un petit peu autour de ça que tourne cette partie, c'est-à-dire comment Safira vit l'arrivée de la jeune femme, comment elle réagit, ce qu'elle va mettre en place, et jusqu'à ce que ça aille très très loin. Et donc on voit ses réactions, on voit sa manière de penser, comment elle va tout donner, tout ce qu'elle peut pour être la plus séduisante possible, la plus belle. Elle va faire tout un tas de trucs inimaginables, enfin moi qui me paraissent inconcevables, pour que son époux continue à s'intéresser à elle et soit plus avec elle qu'avec Ramla. C'est franchement effrayant d'avoir autant d'imagination pour quelque chose d'aussi bas déjà, et puis pour un homme quoi. Enfin, et après en même temps je ne jette pas franchement la pierre à Safira parce que on comprend très bien que dans cette société et dans cette mentalité, tu peux à tout moment te faire virer comme une malpropre, et même si tu n'es pas répudié, même si ton mari décide de te garder chez lui, il peut te faire vivre un enfer puisqu'il a le droit de te battre, il a le droit de te mépriser, de t'ignorer, de te couper les vivres, enfin voilà, de faire tout ce qu'il veut de ta personne tant que tu n'as pas de marque au visage, voilà, peu importe quoi. Bref. On a par contre quelques exemples un petit peu de sororité entre Safira et sa cousine, je crois, Safira et sa belle-sœur, et Safira et sa mère, et c'est les premiers exemples d'entente entre femmes, même femmes d'une même famille, hein, parce que je peux vous assurer que être de la même famille ne garantit absolument pas l'entraide et le soutien, et là il y en a un peu, donc c'est plutôt un peu mieux, on va dire, même si c'est pour œuvrer dans un sens qui n'est pas extrêmement positif. Safira, finalement, elle est assez rebelle par rapport aux autres femmes qu'on a pu voir jusqu'à présent. Elle est assez... ouais, elle se rebelle et elle fait tout ce qu'il faut pour parvenir à ses fins, même si ses fins, à mon sens, ne sont pas franchement les bonnes et les meilleures qui auraient pu être, mais voilà. Et elle prend à bras le corps le problème, à savoir Ramla, et elle fait tout pour obtenir ce qu'elle veut. Et c'est assez étonnant cette force de caractère. Et en même temps, on comprend que la relation qu'elle a avec son époux, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, hein, sachant qu'elle a 35 ans, euh, eh bien, part sur un peu un pied d'égalité. Il y avait quand même une espèce d'égalité entre eux, puisque quand il a démarré, quand ils se sont mariés, il n'était pas si riche, pas si, voilà, pas si aisé, il n'était pas ce qu'il était, et qu'ils l'ont un petit peu construit à deux. En tout cas, lui l'a fait et elle l'a soutenu, et il y a quand même un fort rapport à plusieurs reprises dans ce livre entre
la richesse qui arrive suite à un mariage et du coup l'importance de la femme avec qui on s'est marié qui porte chance. Et c'est ce qui donne un petit peu de force finalement à Saphira, c'est que son mari a quand même du respect, enfin toute mesure gardée, attention, hein, mais il a quand même du respect pour elle malgré tout. En tout cas, autant que peut en avoir un homme dans ce genre de société. Et, et voilà, il y a pas mal de choses intéressantes quand même dans cette partie, même si c'est franchement, je trouve, hyper dur à lire, hyper violent, hyper cruel, méprisant. Enfin, c'est vraiment assez, ouais, assez dur à lire. Moi, ce qui m'a étonnée dans cette partie, enfin dans toutes les parties, mais celle-là encore plus, c'est que toutes les femmes savent ce que c'est que d'être mariée très très jeune, donc une fois réglée, hein, voilà, et en ont souffert parce que aucune, en tout cas dans celle qu'on voit, n'a choisi son mari, et pourtant toutes reproduisent le schéma avec les cadettes en ne les écoutant pas, en les forçant à être ce qu'on les a elles-mêmes forcées à être avant, en, en leur disant d'être patientes, en leur disant qu'il faut satisfaire le mari, enfin voilà, bref, elles reproduisent tout le schéma qu'elles ont elles-mêmes subi, et c'est vrai que c'est assez étonnant, très sincèrement, c'est assez déstabilisant parce que on voit bien qu'elles y pensent. Par exemple, quand une mère marie sa fille, elle y pense, elle repense à son mariage et à ces moments qui n'ont pas été cool pour elle, et pourtant, bah, elle applique les règles, quoi. Et c'est ouais, c'est franchement très déstabilisant pour moi. Il y a pas de, il y a pas, on sent que la possibilité d'évolution est quand même très 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 réduite et c'est dur, quoi. Bref, pour vous faire un avis général sur ce livre, je trouve que c'était un livre qui valait vraiment la peine d'être lu. J'ai beaucoup aimé le style, j'ai beaucoup aimé le découpage, j'ai beaucoup aimé ces trois parties qui permettent de voir un petit peu trois mariages différents, trois situations différentes, trois départs de situations et évolutions différentes aussi. C'était vraiment intéressant et c'est d'autant plus intéressant que les trois femmes ne sont pas les mêmes et n'ont pas du coup les mêmes réactions. Ramla, c'est une jeune femme qui est instruite, qui a fait des études, qui a été soutenue par son frère contre ce mariage, qui avait un fiancé qui lui-même était un petit peu plus évolué de toute évidence que la plupart des hommes dans sa ville. Et tout ça, ça lui donne une certaine force quand même. Et on le sent bien, même si elle subit, hein, mais voilà, il y a quand même quelque chose de différent, par exemple, par rapport à Hindou, qui a sa mère qui est de son côté, mais en même temps, sa mère n'a aucun pouvoir parce que c'est une femme et qu'elle n'est pas plus écoutée que les autres femmes. Et le caractère d'Hindou est beaucoup plus posé, beaucoup plus doux, beaucoup plus soumis. Et du coup, ce qu'elle subit, elle, qui est encore différent de ce que subit Ramla, et elle le vit totalement différemment et ça va mener à une direction totalement autre. Et de la même façon, Saphira qui a fait un mariage qui était plutôt d'amour au départ et qui voit bah, ça évoluer vers la polygamie, c'était pas du tout ce qu'elle espérait, hein. Elle pensait vraiment que ça allait durer en monogamie. Et bien aussi, elle a une évolution différente mentalement dans cette situation et dans bah, son mariage, quoi. Toujours est-il que je pense très sincèrement que l'autrice parle de choses qu'elle connaît, qu'elle a vues, qu'elle a vécues, et ça se sent quand même, je trouve, parce qu'on n'est pas dans de l'écriture extrêmement émotionnelle et émotive, on est dans quelque chose d'assez factuel quand même, mais en même temps, on sent la réalité de ce qui est décrit, la véracité des propos, et ça rend la lecture assez dure quand même, dans la mesure où il n'y a pas besoin franchement de grosses descriptions pour qu'on ressente à quel point c'est vrai, c'est réel. Et en même temps, c'est essentiel de lire ça, c'est essentiel de voir et comprendre ce type de mécanismes patriarcaux qui, comme je le disais et je le répète, existent. Là, c'est au Cameroun, je pense, et dans une société qui est musulmane, mais qui existe ailleurs, dans d'autres sociétés, et qui sont défendus par plein d'hommes qui trouvent ça normal, qui sont défendus par plein de religions qui trouvent ça normal et même si c'est pas légal, là dans ce pays-là c'est légal d'avoir plusieurs épouses et de battre son épouse, etc. Même si dans d'autres sociétés plus occidentales c'est pas légal, c'est extrêmement protégé et défendu par beaucoup d'institutions et par beaucoup de représentants d'institutions et et je pense que voir jusqu'où ça pourrait aller si on baissait les bras dans tous les combats féministes, etc., voir jusqu'où on peut descendre hein, en termes de déshumanisation des femmes, ça n'est pas inutile. Voilà.
Donc c'était une très très bonne lecture, extrêmement intéressante, très dure, avec évidemment beaucoup de trigger warning, vous imaginez bien, mais que je trouve essentielle, c'est ce genre de lecture qui fait partie des lectures essentielles. Bref, je vais pas plus développé, je pense que c'est quand même assez complet et en même temps, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas mais qui sont bien évidemment que vous pouvez imaginer, qui sont sous-entendues, beaucoup de thématiques voilà, autour du corps des femmes, que voilà, des menstruations par exemple, enfin voilà, toutes ces choses qui n'ont pas à être franchement développées pour être, je pense, comprises. En tout cas, si vous vous en sentez capable, je vous invite vraiment à découvrir ce livre que je ne connaissais pas du tout, mais que j'ai trouvé absolument passionnant. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour ce week-end défi lecture. Le week-end prochain, je me ferai, je pense, une autre lecture. J'ai pas encore décidé quoi, mais il y a de fortes chances pour que l'on se dirige vers Shinran, parce que ça me tente bien, baguette chinoise, et qu'on est quand même apparemment dans une thématique assez proche. Donc bon, on verra ça vendredi ou samedi. Peut-être vendredi, je vous filmerai un petit plan pour vous dire ce que je lirai du coup ce week-end. Voilà, donc on se dit à plus tard pour la prochaine lecture. Et coucou, je reviens, nous sommes vendredi du coup, une semaine après, enfin pas une semaine, quelques jours après avoir terminé ma lecture des Impatientes. Et je reviens pour vous présenter ma prochaine lecture qui est donc Baguette chinoise de Shinran, qui est une autrice chinoise qui va parler, comme je vous l'ai rapidement évoqué, je crois, de trois jeunes filles qui s'appellent, comment on dit, fratrie, sorority, 3, 5 et 6, et qui sont trois des 6 filles de leur... je sais pas. Bon bref, et voilà, je l'ai attaqué, j'ai lu 2 chapitres, donc on est dans les prémices, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça commence en 2001, donc c'est pas si vieux que ça non plus, on n'est pas sur quelque chose voilà, très très ancien. Je dis peut-être ça pour moi, mais c'est quand même pas si vieux. Donc on suit en fait, si vous voulez, une jeune femme qui s'appelle Troy, donc en chinois c'est San, si je le prononce bien. Et elle vient d'une famille où son père a eu 6 filles. Donc évidemment, il n'est pas très content, hein. Et puis, comme il n'était pas très content, il a appelé ses filles en fonction de leur rang de leur ordre d'arrivée. Donc les filles s'appellent de 1 à 6, c'est original. Voilà, et puis, bref. Donc, au début de l'histoire, Troy doit être mariée à un homme et elle ne le veut pas. Donc, elle s'enfuit avec l'aide d'un de ses oncles, qui est un des petits frères de son père, qui lui travaille et vit, je crois, plutôt en ville et qui revient une fois par an, peut-être au Nouvel An, et qui du coup aide sa nièce à s'enfuir. Ça, c'est le tout début, hein, ça spoile rien. Elle part avec son oncle, elle arrive en ville. Elle arrive à Nankin avec son oncle. Donc là, on découvre un petit peu la ville, qui à mon avis n'est pas une très grande ville, mais en tout cas, c'est pas la campagne reculée comme là d'où elle vient. Et on découvre un peu des personnages assez haut en couleur. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce petit côté un petit peu humoristique, un petit peu léger malgré tout. Et donc, son objectif, c'est de trouver du travail et c'est de s'en sortir. Donc, ce qui se passe, c'est que après un an à avoir travaillé en ville, elle retourne au moment du Nouvel An chez elle avec son oncle, que son père évidemment n'est pas ravi, mais comme elle ramène beaucoup de sous, il se dit oh, c'est peut-être une bonne idée finalement pour me débarrasser de mes filles, d'en envoyer quelques-unes en ville, et puis comme ça, elles ramèneront des sous tous les ans. Voilà. Donc c'est dit qu'elle ramène l'équivalent de 2 ans de travail, je crois, 2 ou 3 années de travail pour les parents au bout d'une année de travail pour elle, quoi. Donc voilà, donc ce qui se passe, et ça je pense que c'est vraiment l'introduction de l'histoire, c'est que quand elle repart seule la première fois, et quand elle revient l'année suivante, elle prend avec elle 2 de ses sœurs qui sont 5 et 6, voilà, et elle retourne en ville. Et en fait, je pense que c'est là que l'histoire va réellement commencer. C'est au moment où toutes les trois arrivent en ville. Et les 2 cadettes vont devoir trouver du travail. Et puis je pense qu'on va suivre un petit peu ça. Voilà. C'est un résumé, je pense, assez complet quand même. Donc, pourquoi baguette chinoise? Parce que les filles sont appelées des baguettes par opposition aux garçons qui sont appelés des poutres, puisqu'on ne peut pas fabriquer une maison avec des baguettes, elle ne tiendrait pas, alors qu'avec des poutres, si, quand même. Voilà. Pour vous donner un petit peu le ton de la chose. Donc, je vais pas trop en parler plus, je voulais juste introduire parce que j'en sais trop peu pour commencer à en parler, mais je vois très bien quel genre de thématiques vont être traitées, bien évidemment.
le patriarcat, la misogynie, le sexisme, et puis sûrement d'autres que j'ignore encore et dont je vous reparlerai au fur et à mesure. Ça a l'air assez gros, mais en fait, franchement, c'est écrit suffisamment gros et au final, ça ne fait que quelque chose comme 300, un petit peu plus de 300 pages, 325 pages. Je pense que sur le week-end, il sera lu et c'est très bien, comme ça je pourrai clôturer mon défi lecture à la fin du week-end. Donc je vous laisse pour cette première introduction à ma lecture. On en reparle, je pense, plutôt demain, quand j'aurai un petit peu avancé. Donc à plus tard. Et coucou, on est dimanche et je viens vous faire un point lecture sur Baguette chinoise de Shinran, puisque j'en suis à maintenant plus de la moitié. Ouais, il me reste 150 pages sur 350 plus ou moins. Donc je peux un petit peu en parler. 5 va se retrouver dans une espèce de truc de... Je sais pas trop comment on dit, de spa, avec des bassins d'eau où les gens vont tremper dans de l'eau chaude et se faire masser en gros. Et 6 se retrouve dans un salon de thé librairie. Et c'est très bien parce qu'elle a fait un peu plus d'études que ses sœurs, elle allait jusqu'au collège et qu'elle adore les livres et la lecture. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, vous l'imaginez bien, puisque eh bien, c'est une autrice déjà, donc je pense qu'elle a une petite idée sur ce qui se passe en Chine concernant les femmes. Enfin, je vais pas vous faire un point trop complet, je vais juste vous dire un petit peu ce qui m'a sauté aux yeux et ce que j'ai retenu assez spontanément. Déjà, je suis assez étonnée par le ton parce que ça a vraiment un côté humoristique, ça a vraiment un côté, comment on peut dire, décalé par moments, assez léger. Alors je m'attendais à quelque chose de dur, de lourd et tout, et en fait, c'est traité d'un œil ouais, qui veut être un peu humoristique. Donc il y a plein de scènes totalement cocasses où eh bien, les trois filles de la campagne se retrouvent en ville et elles réalisent à quel point à la campagne elles ont plusieurs, on pourrait dire, décennies, voire même centaines d'années de retard en termes de mentalité. Donc par exemple, 5 qui a toujours été considérée comme laide dans son village, découvre qu'en fait en ville, eh bien, elle fait partie des critères de beauté moderne, puisque elle a les lèvres pulpeuses, elle a le visage assez fin, etc. Et que à la campagne, les critères de beauté, c'est des lèvres très fines, un visage très rond. Enfin bref, il y a plein de chocs comme ça entre ce qu'elles ont toujours connu et bah, les temps modernes, j'allais dire réels en tout cas, qui sont assez drôles, assez cocasses, parce que c'est tourné d'une façon assez légère, qui ne heurte pas, qui voilà, présente un point de vue plutôt humoristique et c'est pas mal. Je trouve très chouette que jusqu'à présent dans le livre, les filles sont tombées que sur des gens hyper gentils avec elles, hyper compréhensifs du fait qu'elles venaient de la campagne, parce qu'en fait c'est expliqué dans le livre, il y a plein de faits historiques hyper intéressants, que pendant l'époque de la révolution culturelle, je crois dans les années 70-80, on gardait un enfant chez soi et on envoyait ses autres enfants à la campagne. En général ils étaient déjà assez grands, hein, c'était pas des petits enfants, c'était plutôt des ados, jeunes adultes, et ils étaient envoyés à la campagne et donc plein, enfin surtout les femmes d'ailleurs, et donc plein des personnes qu'elles rencontrent ont vu ce qu'était la campagne et sont vraiment du coup très compréhensives et au contraire vont les aider, les soutenir. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit d'un côté tout le mépris pour la campagne, parce que les personnes de la campagne eh bien, ne sont pas du tout éduquées, ça coûte beaucoup trop cher d'aller à l'école, donc bah, voilà, on n'a pas les moyens de les... S'ils savent déjà lire et écrire, c'est déjà génial quoi. Il n'y a pas plus que ça. Donc il y a un certain mépris envers la campagne qui est toujours un peu présent dans le récit, mais tous les personnages secondaires qu'on va rencontrer ne méprisent pas les filles et au contraire ont envie de les aider, de les soutenir, de faire en sorte qu'elles puissent être heureuses, épanouies, enfin manger à leur faim, être bah, mieux traitées que ce qu'elles étaient, parce que aussi les personnes de la ville ont conscience du sexisme, de la misogynie extrêmement présente à la campagne, où vraiment les filles c'est bah, des baguettes, donc voilà, c'est des choses inutiles, gênantes, dont on ne sait pas quoi faire, alors que c'est clairement dit à plusieurs reprises que c'est elles qui font quasiment tout le travail dans les champs, à la maison, etc. Mais soit.
Donc ça c'est vraiment très chouette, ce ton décalé est très chouette, l'humour est très sympa, et les personnages secondaires sont vraiment trop mignons, tous, vraiment tous trop mignons. Les trois filles ont trois personnalités vraiment très très différentes. Trois, ça va être plutôt celle qui est hyper appliquée, hyper travailleuse, qui est très terre à terre, qui s'adapte très facilement et qui fonce et qui a un certain goût artistique aussi. 5, ça va plutôt être celle qui a toujours été considérée comme l'enfant bête de la fratrie, donc qui a toujours été habituée à ce qu'on la prenne de haut, qu'on la méprise, qu'on lui parle voilà, très très mal. Elle n'a pas du tout été à l'école parce que son père a décrété qu'elle était trop stupide pour apprendre à lire et écrire. Donc quand elle arrive en ville, elle est un petit peu larguée. Et en même temps, plus le temps passe, plus elle se découvre. Et plus en fait, elle réalise à quel point elle est capable de faire plein de choses si elle fait des choses qui l'intéressent. Ce qui n'était pas le cas à la campagne quand elle devait trier des choux concrètement. Donc elle se redécouvre et elle apprend à se connaître et elle a un, comment dire, elle est assez terre à terre, elle a ce bon sens un peu terre à terre comme ça, qui n'est pas en fait très présent en ville et qui apporte quelque chose aux gens qui l'entourent. 6, quant à elle, c'est l'enfant la plus éduquée des 6 sœurs, c'est celle qui est allée jusqu'au collège et qui a une, comme je l'ai dit, une grande passion pour les livres, qui est assez rêveuse, qui a un petit côté un peu plus rebelle, alors peut-être du fait aussi que c'est la Benjamine, elle est un petit peu plus rebelle que ses aînés. Elle est plus libre dans sa manière de penser, notamment, elle ose dire des choses, faire des choses qui choquent ses grandes sœurs. Donc on a somme toute un schéma assez classique sur les personnalités des trois sœurs, mais c'est leurs interactions qui sont vraiment intéressantes, et surtout leurs interactions à la fois entre elles, mais avec les autres personnes, avec ce qu'elles voient, avec la ville, avec ce nouvel univers qui est hyper déstabilisant pour elle au début. On parle aussi beaucoup de la différence de mœurs entre ville et campagne, notamment par rapport aux relations hors mariage, aux rapports entre hommes et femmes qui sont en ville beaucoup plus égalitaires qu'à la campagne, où c'est pas choquant voilà, de se tenir la main, de se parler, et qui déstabilise beaucoup les filles parce que quand un homme leur parle, elles ont tendance à vouloir se faire tout petite et disparaître. On parle beaucoup aussi de la différence de qualité de vie qui est très intéressant, puisque une des trois sœurs, je ne sais plus laquelle, je pense que c'est 6, a une patronne qui a l'âge plus ou moins de sa mère, et 6 se fait la réflexion d'à quel point eh bien, elles n'ont pas eu la même vie parce que sa mère ressemble à une vieillarde, contrairement à cette femme qui est en bonne forme, qui est très voilà, peut se permettre de prendre soin d'elle, qui a l'argent pour, qui a un mari qui la respecte et qui a une vie quand même somme toute plus facile qu'à la campagne. On parle beaucoup des différences campagne-ville parce que je pense que c'est quelque chose culturellement en Chine qui est très important, dans la mesure où il y a un écart gigantesque en termes de mode de vie, etc. Voilà, comme ils disent dans le livre, hein, il y a vraiment une centaine d'années de retard à la campagne sur tous les niveaux et tous les aspects. Et c'est quelque chose, je pense, qui est très très marqué en Chine, particulièrement de par les différentes politiques qui ont été menées à travers les différentes décennies du XXe siècle, et qui a fait que les personnes de la campagne sont totalement coupées de la ville, et on maintient ça parce qu'on a besoin de bêtes de somme pour faire le travail, pour nourrir les villes, et on fait en sorte que les personnes de la campagne restent à la campagne, et que même s'il y en a qui viennent en ville, eh bien ils ne vont pas rapporter ce qui se passe en ville à la campagne pour pas faire envie aux gens de la campagne de partir. Donc vous voyez, il y a cette peur de la ville de la part des personnes qui vivent à la campagne et qui sont en fait des paysans, qui fait que la plupart restent, mais on se rend compte à travers le regard des filles que voilà, bon, soit. C'est vraiment hyper intéressant, j'aime beaucoup le ton, j'aime beaucoup la légèreté, ça fait du bien après la dernière lecture que j'ai faite, et ouais, c'est vraiment très sympa. Je m'attendais pas du tout à ce ton aussi léger, mais c'est très plaisant, c'est une très bonne surprise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer et je vous en reparle quand c'est fait. Donc je vais aller lire et je pense le terminer ce soir. À mon avis, je vous ferai le point final demain parce que je pense pas que j'aurai le courage de refilmer aujourd'hui. Mais voilà, il me reste 150 pages. Ça devrait aller vite. Donc on se dit du coup à plus tard.
coup, on se retrouve, on est lundi et je viens pour clôturer ce vlog défi lecture puisque j'ai terminé ce matin Baguette chinoise de Shinran. Donc ouais, ça s'est lu assez vite, assez facilement et tant mieux. C'était vraiment une bonne surprise parce que je m'attendais à quelque chose avec un ton très sérieux et que en fait, autant les sujets de fond étaient très sérieux et il y a beaucoup de sujets évoqués, autant le ton au contraire avait un côté à la fois relativement bienveillant et relativement humoristique à plein de moments. Du coup, ça en a fait une lecture qui était hyper agréable, hyper fluide, hyper douce finalement, parce que c'était pas... Bon voilà, ça a changé un peu de ce que j'ai lu avant par exemple, qui était pas du tout léger, qui voulait pas l'être et qui avait pas à l'être. Hein. Mais là, c'est traité d'une façon un petit peu différente, donc ça m'a permis d'avoir un petit peu deux manières de traiter des sujets quand même assez importants. Sur la deuxième partie, il n'y a pas eu beaucoup de différence en fait par rapport à la première. On continue un petit peu à suivre 3, 5 et 6 dans leur vie en ville. Ce qui était intéressant, c'est qu'on les voit pas mal évoluer sur plein de points de vue, plein de niveaux. On les voit changer, surtout 5 qui a vraiment été très mal traitée quand elle était jeune et sous-estimée et rabaissée. Et cette nouvelle vie à la ville lui a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, très rapidement, à son travail, ils se rendent compte qu'elle arrive à mesurer la température des bassins rien qu'en y plongeant le doigt, qu'elle arrive rien qu'à l'odeur à sentir si c'est bon ou si l'eau n'est plus propre. Enfin, voilà, elle est très douée dans ce qu'elle fait et du coup, elle a une promotion et elle est vraiment très fière de réussir et surtout que on lui prédisait pas un avenir glorieux. Les sœurs suivent chacune leur vie, leur choix, leur voie en fait, et font leur vie. Sur le final, c'était plutôt pas mal parce qu'elles retournent toutes les trois au moment du Nouvel An, qui est apparemment une période assez importante de congé. Elles retournent dans leur village natal à la campagne et chacune ramène à la fois des cadeaux pour le père, la mère et la sœur qui reste, et les deux sœurs qui restent, et en même temps ramène aussi de l'argent. Et la conclusion de tout ce livre, c'est le père qui l'a fait en disant, je cite, « Serait-il possible que nos baguettes soient désormais capables de soutenir notre toit ?» Voilà, donc en référence à Baguette pour les filles et Poutre pour les hommes. Donc c'était hyper intéressant. À la fin, il y a une espèce de post-face de l'autrice qui dit où elle a trouvé ses personnages. Et donc c'est des personnages, des femmes qu'elle a vraiment rencontrées, des histoires qu'elle a romancées, mais de personnes qu'elle a rencontrées et qu'elle a condensées en créant une famille et 3 histoires parallèles, mais qui n'étaient pas à l'origine. Et c'était vraiment hyper intéressant de lire. Je fais juste un petit point. Il y a à un moment donné un passage grossophobe et il y a à un autre moment donné un passage avec une remarque homophobe. Alors ça se veut pas l'être et je pense pas que ça soit l'intention de l'autrice, mais comment dire, c'est les personnages qui font une remarque c'est les personnages qui font des remarques grossophobes et homophobes et ça peut heurter, je pense. Alors c'est vraiment un tout petit passage dans tout le livre, c'est voilà, ça dépend de votre sensibilité par rapport à ça. Il y a ces 2 petits moments qui sont un peu dommages et dont on aurait pu se passer parce que ça servait pas le récit ni rien. Donc moralité, on parle évidemment du rôle des femmes, on parle de la différence, comme je l'ai beaucoup dit, entre campagne et ville qui est très importante en Chine et qui est très intéressante parce qu'on se rend compte à quel point la vision entre les personnes à la ville et les personnes à la campagne du monde et de la vie sont totalement différentes. Par exemple, en ville, on s'amuse. Il y a un exemple qui m'a marqué où une des sœurs, je sais plus laquelle, je crois que c'est 5, qui est étonnée. Non, c'est 6. 6 qui est étonnée quand elle demande aux camarades. À des gens qui viennent au salon de thé qui sont occidentaux, elle leur demande qu'est-ce que vous aimez faire et ils répondent se promener. Alors que pour elle, marcher, jusqu'à présent, ça n'a jamais été un plaisir, puisque pour aller à l'école, il fallait marcher des kilomètres, puisque pour faire plein de choses, en fait, à la campagne, il faut tout le temps marcher. Et du coup, elle ne comprend pas que marcher puisse être un plaisir, et les 3 d'ailleurs ont du mal à comprendre qu'on puisse s'amuser, être frivole par moment, et voilà, et ne pas être toujours tourné vers le travail, le devoir, et les tâches diverses et variées. C'était vraiment très intéressant. On va avoir une très grosse critique des différents systèmes politiques chinois. J'ai pas assez de connaissances pour pouvoir plus en parler que ça, mais on sent bien le regard très critique. On sent aussi à certains moments, et c'est intéressant puisque Sis, quand elle est au salon de thé, elle fréquente des occidentaux puisque le fils des patrons, en fait, est en couple avec une américaine ou une anglaise, je ne sais plus, et qu'elle invite des copains d'université
qui sont tous occidentaux, donc il y a un Suédois, enfin voilà, il y a de différentes nationalités. Elle se rend compte que la vision qu'ont les Occidentaux de la Chine est vraiment très différente de la leur, puisque eux voient, par exemple, décrivent Mao comme un dictateur, alors que pour toutes les personnes à la campagne, Mao, c'est limite un dieu. Ils décrivent voilà, le taux de suicide chez les femmes, qui est l'un des plus importants au monde, je crois, alors que elles voient pas forcément les choses de cette façon-là, parce qu'elles n'ont pas les infos, elles n'ont pas les chiffres, elles n'ont pas voilà, elles ont pas les statistiques, et voilà, et le regard est extrêmement décalé. Et c'est assez édifiant, et en même temps, on sent que, il y a aussi un peu une critique, parce que, par exemple, Sis, qui est un petit peu à l'école, connaît plein de choses sur l'Occident, sur les systèmes politiques en Occident, sur l'histoire de l'Occident et des différents pays occidentaux, alors que les Occidentaux ne connaissent rien à la Chine, et à ce moment-là, on voit bien à quel point en Occident, on est tourné vers nous-mêmes et pas du tout vers les pays hors Occident, et c'est aussi assez édifiant. Bref, du coup, c'était vraiment une très bonne lecture, c'était très intéressant. Ça parle d'histoire de la Chine un petit peu, ça parle un peu de politique de la Chine. Ça m'a appris des choses sur la Chine que j'ignorais totalement, notamment sur les différentes périodes politiques qui se sont succédées, et c'était vraiment très intéressant. Ça s'est lu très bien, et j'ai beaucoup aimé ma lecture, et comme je vous disais, notamment ce ton un peu décalé, un peu humoristique, et le fait qu'il n'arrive rien de mal aux filles, et que tout le monde soit gentil et bienveillant avec elles, ou quasiment tout le monde. Ça fait du bien parce que ça change un petit peu, et c'était plutôt agréable. Donc c'est tout pour mes 2 lectures du défi lecture, qui étaient toutes les 2 très intéressantes, très édifiantes, très différentes, mais toutes les 2 vraiment passionnantes. J'ai appris des choses sur le Cameroun, sur la manière dont vivent certaines familles au Cameroun. J'ai appris des choses sur la Chine et sur les décalages qui peuvent exister entre les différents Chinois, et à quel point c'est vraiment très important. C'était vraiment passionnant, ça me donne encore plus envie de découvrir des choses sur des pays hors Occident, mais ça vous le savez déjà, puisque c'est un petit peu mon objectif de 2023. Sur ce, je vais maintenant ouvrir ma petite lettre du défi lecture du mois prochain, puisque je l'ai reçue aujourd'hui, et que comme ça me permet de clôturer ce vlog en beauté. Donc je l'ouvre, hein. C'est très joli. C'est fait à l'encre, c'est très très joli, vraiment. J'aime beaucoup ce genre de motif. Bon, on passe à la lecture. Effectivement, on s'est fait carrément rouler dessus par le mois de mars. On s'est fait totalement dépasser. Alors, tu sais, Pénélope, même si tu n'en lis pas 2, 1, c'est déjà très très bien. Il n'y a pas de... Alors, la consigne du mois d'avril. Le printemps, c'est le temps du renouveau et globalement du commencement. Donc, sans grande originalité, je te propose de lire un tome 1, ou plus si affinité. J'espère que ce sera l'occasion d'une belle découverte. Ok, donc lire un tome 1. Bon, alors là, je vous cache pas que c'est pas les idées qui manquent. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je lis 2 tomes 1 par exemple, ou un seul, ou 2, ou 3, ou j'en sais rien, pour le défi lecture, ou est-ce que je lis un tome 1 et la suite, tant qu'à faire, je ne sais pas, nous verrons bien. Franchement, dans ma pile à lire, j'ai pas mal de tomes 1, puisque j'ai, là, juste je regarde, j'ai La Cour des Ténèbres, j'ai Les Porteurs, j'ai L'Aube, que je dois lire depuis genre 3 mois. J'ai Chasseur de sorcières, donc c'est La chute d'Ilrien de Martha Wells. J'ai 200 et de rage. Bon, ça, c'est des lectures communes qu'on doit faire avec Pénélope, donc pas sûr que. Voilà. Mais bref, des tomes 1. Je n'en manque pas. Je pense que j'ai vraiment de quoi faire. Est-ce que ça sera, comment dire, malin de me lancer dans plusieurs tomes 1 et ensuite de me retrouver avec plein de sagas en cours? Je ne sais pas, nous verrons bien. En tout cas, je trouve ça très chouette, j'aime bien. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Alors, autant toi, ça te fait penser à lire un tome 1, autant moi, printemps, non. Mais c'est drôle. J'ai hâte de voir ce que tu penses de ta consigne. Voilà. Donc, je vais vous laisser parce que j'ai le petit qui est réveillé, et qui est avec moi et qui fait un peu le bazar. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné envie de lire des choses peut-être différentes de d'habitude ou peut-être pas selon ce que vous lisez habituellement. J'espère que ça vous inspirera en tout cas. Moi, ça m'a vraiment encore plus donné envie, donc c'est plutôt chouette, je suis très contente. C'était vraiment un défi qui était intéressant et qui était stimulant parce que j'ai sorti des choses et je suis allée fouiller dans des choses et j'ai noté d'autres références de livres que j'aimerais lire, que j'ai pas fait pour le défi lecture, mais voilà.
Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner parce que ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire et me dire voilà, ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau défi lecture. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. Bye bye!